après quelques soucis techniques, nous sommes prêts pour le séminaire. Courage, hein. Le congé approche, dernière ligne droite. Donc je vous présente Steve Mélon, ancien étudiant d'ici, qui va vous faire une présentation donc, pour la société Arexo sur les métiers de l'informatique. Merci Steve. Bonjour tout le monde. Ok, moi c'est Steve, je vais intervenir ici dans le cadre de vous présenter un petit peu les métiers de l'informatique. Ce qui m'intéressait peut-être, c'est moi quand j'étais à votre place, on se rend pas bien compte. Tu veux le diaporama? Voilà. C'était peut-être m'intéresser un peu à ce qu'on peut faire autre que coder, entre guillemets. Donc l'informatique, c'est un grand mot, il y a plein de choses qui se cachent derrière, surtout quand vous êtes dans le monde du travail. Quand on est à l'école, on ne le réalise pas, en tout cas moi je ne le réalisais pas. Et puis voilà, aujourd'hui je suis amené à faire une carrière où je ne touche quasi plus à du code, ce qui m'arrange bien finalement. Mais donc voilà, c'était pour vous parler un petit peu aussi de ces opportunités-là. Parce qu'il y en a, et à mon avis, une bonne moitié d'entre vous qui va se diriger naturellement vers ce genre de carrière un peu plus tard. Ce sera peut-être un peu moins technique ou un peu moins excitant pour ceux qui veulent faire du code tout le temps, et puis les autres, j'espère que ce sera intéressant pour vous. Oui, deuxième point d'attention, donc moi j'ai fait des slides, mais je ne suis pas du tout en mode vous donner les slides et puis je rentre chez moi, donc si vous voulez m'arrêter à un moment donné, avoir une discussion, c'est plus intéressant. La présentation, a priori, elle est plutôt pour vous que pour moi. Donc si vous devez m'interrompre et me poser une question, ou si vous voulez qu'on discute d'un point précis pour que ce soit plus enrichissant pour vous, ben, n'hésitez pas. Ok, donc voilà, découvrir un peu le métier d'analyste programmeur au-delà de la programmation, et puis je parlerai un petit peu de comment on peut faire évoluer sa carrière dans l'informatique selon différents axes, et puis je vous expliquerai un peu ce que moi je fais au quotidien. Donc normalement j'étais censé être accompagné par Stéphane Rondal, qui est le CEO d'Arexo, qui n'est finalement pas là. Voilà, c'est pas un problème, on a... Quasiment tous vus au Devox. Ben voilà, donc vous avez peut-être déjà vu Stéphane au Devox, enfin, il est quand même souvent, on est quand même souvent là. J'imagine, c'était la première année ici? Ouais. Donc on a dû se voir aussi au speed dating, speed meeting, je sais plus quoi. Bref, donc vous l'avez peut-être déjà vu. Et quant à moi, c'est Steve Mélon, je suis sorti d'ici en 2016 ou 2017, je ne sais plus exactement. Donc il y a déjà un petit moment, ça passe très vite malheureusement. J'étais en réseau et je travaille pas du tout dans le réseau, c'est très bien comme ça. C'était très bien de faire du réseau, c'était juste pas pour moi. Et voilà, je suis consultant IT principalement, je suis aussi expert produit sur tout ce qui est l'écosystème Atlassian, et je vous parlerai un peu de ça plus tard, on va commencer light. Et rapidement avec ça, on fait plein de choses, on fait du développement sur mesure, on est intégrateur Atlassian, on fait de la consultance IT et on est pas mal actif aussi sur tout ce qui est process, méthode de travail, donc Agile et Lean. Pour info, moi je gère cette branche maintenant chez Arexo, donc l'intégration, enfin intégrateur Atlassian. Donc Atlassian, c'est un gros éditeur de logiciels que vous n'avez probablement jamais entendu parler, et puis le premier jour où vous allez travailler, vous allez savoir directement de quoi on parle. On va vous dire, tu as déjà utilisé Jira, et voilà. Donc c'est quasi utilisé dans toutes les grosses boîtes d'informatique, même les petites. Mais on reviendra là-dessus après. Et voilà, on va quand même faire un peu de la pub si jamais, en troisième année, vous cherchez un stage. Que je ne sois pas venu pour rien. Non, c'est pour rire. Mais on recrute toutes les années des stagiaires, donc cette année on en a 3 de l'Impress. On en a un qui travaille sur du développement sur mesure, sur un ERP, et 2 qui travaillent sur une application mobile interfacée avec gestion des assets dans Atlassian. Enfin bref, voilà.
il y aura des offres qui sont publiées. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et ok, on va découvrir un peu ce que c'est le métier d'analyste programmeur. Il y a des gens qui veulent faire un wild guess comme ça, qui veulent se lancer à l'eau. Personne? Nope. Ok, très bien. Alors, bon, généralement, c'est la position de standard, on va dire. On sort de l'école, on dit analyste programmeur, on dit développeur. C'est par là qu'on commence, en tout cas dans la majorité des cas, j'ai envie de dire. Alors, ce qu'on vous apprend à l'école, ça va être principalement ça. Donc, on va vous apprendre à coder, à utiliser dans le langage de programmation, des concepts de programmation, des paradigmes de programmation, la programmation orientée objet, etc., etc. Donc ça c'est très bien, mais c'est une facette du métier. Il y en a plein d'autres. Et généralement dans des sociétés, ça va dépendre un peu dans quelle société vous allez et la taille de la société, mais vous allez voir que le spectre de l'analyse programmeur, il peut être couvert par une ou plusieurs personnes. Donc il y a des gens qui codent, c'est bien, mais on code quoi? On code des choses utiles. Utiles pour qui? Pour un client. Et donc ce client, il faut aller le trouver, et il faut aller capter ses besoins. Ça c'est quelque chose qu'a priori on ne fait pas du tout à l'école. Donc vous avez peut-être des cours d'analyse ou ce genre de choses où on va vous donner des besoins que vous allez devoir commencer à modéliser, etc. Mais c'est encore différent quand vous vous retrouvez devant un client. Il va vous dire qu'il veut quelque chose de rouge pour vous dire que c'est bleu finalement. Donc, capter les besoins, c'est quoi? Ça va être donc il y a beaucoup d'attention à l'écoute, donc écouter le client, comprendre ce qu'il veut, dialoguer, peaufiner, voir la valeur ajoutée, etc. Donc ça, généralement, on retrouve ça dans un volet analyse, donc on va capter les besoins et puis on va analyser ces besoins pour modéliser ça en fonctionnalité. D'ailleurs, quelqu'un sait comment ça marche un peu les analyses en première? Ça m'a toujours semblé très obscur, et puis en fait, quand on comprend, c'est pas si obscur que ça. Donc, généralement, l'analyse, enfin, j'imagine, ils ont déjà des cours d'analyse, deuxième? Je parle chinois là, c'est ça? Ils ont le modèle en toute association. Il faut vraiment parler d'analyse. Ok, d'accord. C'est pas grave. Mais en fait, on se dit toujours pourquoi l'analyse et tout. Et puis, donc en fait, on fait toujours une analyse des besoins. Franchement, c'est deux phrases et moi, ça m'a sauvé. Enfin, ça m'a sauvé. Tu donnais plus de valeur à mon boulot. L'analyse des besoins, et puis on a ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle. Et donc, l'analyse des besoins, c'est ce que le client veut. L'analyse fonctionnelle, c'est comment le système va répondre à ses besoins. Et puis, de ça, alors, vous commencez votre boulot, vous, de développeur, où vous allez développer ces fonctionnalités pour répondre aux besoins du client. Donc c'est toujours un besoin va devenir une ou plusieurs fonctions dans le système, et puis vous allez alors travailler à développer ces fonctions. Donc le client il dit qu'il veut un système de facturation qui fait ABC, mais on va avoir la fonctionnalité A et puis on développe la fonctionnalité A, etc. Bon, la vérité c'est que c'est un peu plus complexe que ça, mais donc quand on est dans l'analyse et la récolte des besoins, comme je le disais, c'est là qu'on va devoir imaginer et concevoir la solution, créer des prototypes. Vous n'avez probablement jamais travaillé avec des mock-ups, mais ça c'est quelque chose qu'on fait aussi nous beaucoup. Donc on a des product owners, donc des gens qui sont responsables du produit, et eux ils vont avoir comme responsabilité de fournir des mock-ups aux développeurs. Des mock-ups c'est quoi? C'est des petits écrans en disant il va appuyer là à gauche, quand il appuiera là ça va lancer telle action, etc. etc. Donc on a des écrans de prototypes, etc. La structure éventuellement des données, les flux de données. Donc voilà, l'analyse c'est un gros volet. Ça peut être un gros volet, surtout en début de projet, et c'est un métier à part entière. Donc il y a des gens qui sont analystes programmeurs, qui vont faire un peu les deux, et puis il y a des gens, d'entre vous, certains, qui vont peut-être devenir ce qu'on appelle un business analyst. Donc ça, c'est des gens qui se concentrent entièrement sur l'analyse et qui passent leur journée à faire des diagrammes UML et tout ça. Moi, ça me semble pas très fun, mais il y a des gens qui aiment ça, donc voilà. Il y a un petit... très bien. Donc, vous avez le développeur, on a tout le travail d'analyse en amont, et puis alors il y a d'autres choses qui se passent. Une fois qu'on a développé, on va tester. C'est quelque chose avec lequel vous n'êtes pas familier encore ici, j'imagine. En tout cas, moi, de mon époque, on ne faisait même pas de test du tout. Si. On essaie de pousser un peu plus. Mais quand vous allez arriver dans la grande messe du monde du travail,
On va vous demander de tester votre code et d'écrire votre test. C'est pas la partie la plus sexy non plus, en tout cas pour moi. Donc écrire le test, c'est quoi? C'est vous définissez, vous avez déjà commencé à utiliser des fonctions, j'imagine? Ben non, j'en sais rien. Je sais plus ce qu'on apprend moi, ici. Ça me sort tellement loin. On va vous dire, ok, vous allez tester le code, vous allez écrire du code qui teste le code en disant si on passe les bons arguments à la fonction, est-ce qu'on a le bon résultat? Oui, non. Si je passe les mauvais arguments, est-ce que j'ai les bons résultats? Oui, non. Si je passe un bon argument et un mauvais argument, est-ce que ça marche? Oui, non. Et donc vous écrivez votre test et vous testez le résultat. Et donc ça permet quoi? Ça permet généralement quand on va faire une nouvelle version d'un produit, on le déploie et puis on va faire tourner tous les tests et à la fin, si vous êtes dans une boîte sympa, il n'y a pas de git blame. Si vous êtes dans une boîte moins sympa, il y a un gros git blame avec un gros doigt qui se pointe sur vous pour dire ton code à toi, il vient de faire tout planter. Donc voilà, donc ça c'est aussi une des responsabilités que vous pourriez avoir demain, enfin demain dans 3 ans. Mais c'est aussi un métier à part entière, donc il y a des boîtes pas très loin d'ici. Je pense que chez EVS, ils ont une équipe qui ne fait que ça. Chez NSI aussi, donc c'est un choix de carrière possible aussi, devenir testeur professionnel. J'imagine que quand on l'est, c'est plus sympa que l'image que moi j'en ai, donc je ne vais pas trop m'aventurer là-dessus, mais c'est une facette du métier aussi. Alors ça c'est la partie aussi que la plupart des gens n'aiment pas, mais ça moi c'est là que j'ai commencé à décoller un peu. Une fois que vous avez fait tout ça, il faut aller trouver le client et lui montrer ce que vous avez fait. Et s'assurer que ça colle bien à ce qu'il avait demandé ici. Donc ça aussi, ça peut faire partie de votre boulot. Vous avez déjà entendu parler de Scrum? Donc à la fin d'un sprint, on fait quoi? Une mise en commun. Qu'est-ce qu'on apprend ici? À la fin d'un sprint, on fait une démo, donc on va démontrer. Donc le sprint, ça marche comment? On a tout le backlog. Le backlog, c'est les besoins. Donc le backlog, vous allez trouver le client, il vous dit ce que vous voulez, vous analysez ce qu'il veut, vous écrivez vos user stories. En tant que fonctionnaire, je veux pouvoir rentrer mes congés dans le système informatique en faisant ABC. Hop. Vous, en tant qu'équipe de développement, vous faites monter ça dans le sprint. Donc vous vous committez à délivrer cette fonctionnalité-là au client pendant le sprint. Et à la fin du sprint, vous allez chez le client et vous allez montrer que vous avez bien fait le boulot. Donc là, il faut démontrer que le produit ou que la fonctionnalité est faite. Donc c'est une étape assez cruciale parce que si le client ne voit pas de valeur à ce que vous avez fait, enfin le client. Je dis ça parce que nous, on travaille avec des clients, mais vous pourriez travailler sur des produits en interne, mais si c'est des produits en interne, peu importe. Les stakeholders, comme on appelle ça. Donc les différents stakeholders du projet vont être là et ils vont vouloir voir ce que vous avez fait et s'assurer que vous n'avez pas glandé pendant 2 semaines, 1 mois. Alors eux, évidemment, ils n'ont pas du tout... Je dis que c'est un peu crucial ou un peu touchy parce que ce qui a de la valeur business pour un client, c'est pas ce qui a de la valeur technique pour vous. Donc ça aussi, vous l'apprendrez assez vite. Parfois, vous faites des choses très techniques qui vous prennent beaucoup de temps, vous êtes fier de votre boulot et puis le client, il va vous dire ok, d'accord, le bouton s'allume dans la couleur que je voulais, génial, il n'y a pas de valeur pour ça. Alors que c'était un gros truc technique pour vous. Je dis ça, mais le bouton, c'est un bête exemple, mais si on parle par exemple des schémas de données ou des choses comme ça, c'est des choses que les clients, a priori, eux, ne veulent rien savoir et même pas y voir. Et la base de données, ils n'iront jamais dedans, mettre les mains dedans, clairement. Ça prend du temps à faire les relations, etc. Donc voilà. Donc c'est assez sympa, mais parfois on se fait démonter, c'est sympa aussi. Et puis il faut pouvoir intégrer alors le feedback du client. Donc ça aussi, ça se rapproche plus à un boulot de PE, Product Owner. Donc aller chez le client, démontrer ce que l'équipe a fait, récolter le feedback, reformuler, réécrire des user stories, etc. Mais ça se pourrait très bien aussi que si vous êtes analyste développeur dans une petite société, que vous preniez ça aussi. Une fois qu'on a, donc on va prendre les besoins, on prend les besoins, on fait l'analyse des besoins, on fait une analyse fonctionnelle, on a notre backlog, on commence à travailler dessus, on teste, on est bon, on fait la démo au client, le client est content, qu'est-ce qu'on fait? Le code,
on s'attend à ce qu'il ne reste pas sur votre machine. Donc le code, il va partir en environnement qualité, environnement test, voire en environnement prod, ça dépend un peu comment on travaille. Donc ça aussi, c'est un boulot à part entière. La plupart des sociétés ont ce qu'on appelle maintenant un CI/CD, Continuous Integration, Continuous Delivery. C'est le modèle utilisé par Amazon. Et juste pour vous rendre compte, Amazon, je pense qu'on est à plusieurs centaines, voire milliers de déploiements par heure. Donc, ils ont des centaines de gens qui ne travaillent qu'à ça. Donc, un CI/CD, c'est quoi? C'est du scripting. Donc, vous écrivez un script qui va décrire un peu toutes les étapes par lesquelles le pipe de déploiement doit passer. Donc, on va utiliser Git maintenant. Donc, dans Git, vous avez plein de commandes. Donc, vous allez devoir aller rechercher le code dans un repository. Vous allez devoir build le code. Vous allez devoir jouer les tests. Vous allez devoir le déployer. Vous allez devoir régler le DNS et des entrées du DNS parce qu'il y a des nouvelles routes ou peu importe. Faire X, Y. Donc, tout le code va être packagé, va subir toute une série d'étapes. Et puis, il va être déployé sur un serveur de test ou de prod. Donc, ça, c'est ce qui se rapproche le plus à du DevOps. Delivery Manager, on peut appeler ça aussi. Donc c'est vraiment tout ce qui concerne un peu tout ce qui va toucher au déploiement et autres du code. Donc comme je le dis, ça paraît anodin comme ça, mais on a quelqu'un chez nous, c'est son dada, il travaille chez l'Empiris comme consultant depuis 15 ans, il est Delivery Manager là-bas et son boulot c'est de s'assurer que toutes les mises en production se passent bien. Donc il ne fait pas beaucoup de code non plus, mais il a beaucoup de responsabilités parce que si jamais, donc ça c'est assez crucial, hein. Si ça se plante là-dedans, généralement, les gens ne sont pas contents, vos clients ne sont pas contents. Et puis après, alors il y a tout ce qui est la maintenance un peu. Donc ça aussi, c'est encore une facette du métier, mais c'est aussi quelque chose que vous pourriez faire à part entière. Donc c'est tout ce qui est du support informatique. Vous écrivez un ticket pour dire, j'imagine que tout le monde joue aux jeux vidéo ici. Oui. Voilà, vous avez jamais vu, parfois vous avez un bug et vous écrivez un ticket au support en disant « Salut, j'ai fait un achat, j'ai pas reçu tout ce que je devais recevoir, il y a un problème », ben, vous envoyez un message au support, le message il arrive en bout de chaîne, et puis il y a quelqu'un qui va régler votre ticket. S'il y a une intervention technique à faire, ça repart au début de la chaîne, puis ça va partir dans un backlog et ça reviendra jusqu'ici. Et donc il y a des gens qui font aussi carrière en faisant du support. Il y a plusieurs lignes de support, donc le support c'est un monde à part entière aussi. Il y a beaucoup de... Il y a plusieurs lignes de support, on a toujours un peu une appréhension quand on finit dans le support, c'est qu'on a raté sa carrière, mais il y a plusieurs lignes de support. Généralement le support est toujours divisé en 3. Quand vous êtes en ligne 3, je peux vous assurer que vous êtes bien payé et que tout se passe bien pour vous. Si vous faites toute votre carrière en première ligne et que vous resettez des mots de passe toute votre vie, là, il y a après, c'est peut-être que vous aimez bien. Mais bref, voilà. Pas de honte à faire du support non plus. Donc voilà, ça c'est un peu le spectre que je voulais rapidement vous présenter. Donc je ne sais pas si vous avez déjà eu des gens, mais il y a des gens qui vont vous parler pendant cet aspect-là. Ouais, moi je code, je fais ça, X, Y, Z. C'est très bien, mais je voulais un peu élargir votre spectre et que vous vous rendiez un peu compte qu'il y a moyen de faire d'autres choses. Enfin, en tout cas, qu'il y a d'autres aspects au métier d'analyste programmeur et que chaque petit bonhomme, en soi, c'est un choix de carrière aussi. Maintenant, oui, voilà. Vous avez des questions là-dessus? C'est la partie la moins intéressante pour moi. Pas de questions? Tout va bien? Vous avez envie d'être en vacances? Après les vacances, il y a les examens. Ok, très bien. Donc, ça, c'était pour faire un petit focus sur l'analyse programmeur. Il est quelle heure? J'ai jusqu'à quelle heure? Moins 15h10? Oh, on est chill. 15h10. Hein? C'est 17h10, c'est pas grave. Ok, pas de questions? Non? On passe à la suite? Ouais. Vous voulez finir plus tôt? Ouais. Ok. Pas de questions? Ouais. Vous savez ce que vous pouvez faire quand vous êtes analyste programmeur. Hein.
Ça, c'est des trucs que nous, on fait chez Arexo. En tout cas, les analystes programmeurs de chez nous font. On a géré, mais c'est fini maintenant, c'est dommage, c'était un projet chouette. On a géré pendant quelques années les plateformes de pré-réservation de BMW pour le Japon, la Belgique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la France, l'Italie, Luxembourg, l'Espagne. Yay! Donc les gens très très riches, en fait, il y a une queue VIP pour eux, que nous on n'est pas au courant évidemment. Et donc eux, ils peuvent pré-réserver les voitures à l'avance en faisant une gentille donation de 2500 €. Donc il y a une espèce de plateforme où on pouvait aller, ils peuvent pré-réserver les nouveaux modèles qui ne sont pas encore sortis, comme ça ils ont les premières qui sont sorties de l'usine. Donc voilà, on avait dû gérer ça, c'était assez sympa. On a un ERP maison, donc un ERP Enterprise Resource Planning. Vous connaissez Odoo? Ouais, il y en a chez vous qui vont travailler là-bas, a priori. Donc Odoo, c'est un ERP. Donc un ERP, c'est ce qui va permettre de gérer un peu tous les flux, les process internes dans une entreprise. Donc la facturation, gérer des bons de commande, gérer des livraisons, gérer tout ça, il faut informatiser. C'est géré dans ce qu'on appelle un ERP. Donc nous, on fait un développement sur mesure pour un client, mais vous avez des sociétés qui proposent des ERP, vous devenez configurateur d'ERP, c'est le cas chez Odoo par exemple. On a travaillé avec Genefox, c'est une plateforme de diagnostic médical, ils sont situés ici plus haut. Donc ils prennent des samples et puis je ne sais plus très bien ce qu'on devait faire. Mais... en gros, ils avaient un algorithme pour voir s'il y avait la présence de je ne sais plus quelle enzyme dans un spectre du plasma ou je ne sais plus quoi, et ça déterminait si un client était malade ou pas. Donc voilà, donc ça c'était la petite plaquette avec les échantillons et puis ça partait et on pouvait dire si on avait des données analytiques, etc. Donc ça c'est quelque chose qu'on a fait aussi. Donc voilà, c'est plusieurs types de projets, des voitures, un ERP, du médical. Donc il y a moyen de faire plein de choses en tant qu'analyste programmeur, en tout cas dans des métiers très divers. Et ouais, voilà. Et bon, des petites données qui sont peut-être plus très à jour, 2019, 2017, mais bref. Globalement, je crois qu'en tant qu'analyste programmeur, vous inquiétez pas, vous aurez du boulot. C'est le message, ça reste quand même métier en pénurie. Pour info, nous on essaie de recruter pour le moment, c'est une catastrophe. C'est très très compliqué, c'est très très cher. Donc, si tu voudrais retenir quelque chose de la présentation, ouais. Technicien par rapport au développement. Un technicien, c'est un technicien de quoi? C'est quoi un technicien pour toi? Ça veut rien dire, ça veut tout rien dire. En fait, c'est ça que j'essaye. C'est un peu le message que j'ai aussi, c'est que l'informatique, ça veut tout rien dire. Moi, quand j'ai dit aux gens de ma famille que je faisais de l'informatique, on me téléphone pour me demander, l'imprimante n'a plus de cartouche, mon téléphone ne s'allume pas, j'ai oublié mon mot de passe. Donc, j'imagine que ça vous arrive aussi. Un technicien, tu pourrais avoir il y a une branche réseau ici, on pourrait imaginer qu'un boulot de technicien réseau, c'est quelqu'un qui va être un peu plus sur le terrain et qui va faire peut-être un peu plus de branchement, d'installation de routeurs, de Wi-Fi, etc. Qui lui travaillera peut-être avec un ingénieur qui lui aura fait tous les plans de réseau, attribution ça remonte à loin, l'attribution des plages IP, ce genre de choses. Donc oui, voilà, un technicien, il y aurait un boulot peut-être un peu plus pratique, un peu avec moins de responsabilités. Mais je sais pas si c'est ça ta question, ça dépend vraiment. Ouais, moi je dirais qu'un technicien sera un peu plus de terrain, mais c'est vite fait comme ça ne prend pas mon argent, prends pas ma parole pour argent comptant. Ah oui, tu dis ça parce que c'était là, bien vu.
Je pense que pendant longtemps aussi, technicien, il y a eu aussi un effet, alors peut-être un peu moins maintenant, mais l'informatique, ça reste quelque chose d'assez mystérieux. En tout cas, moi, à mon époque, j'ai pas touché une code de ligne avant de mettre les pieds ici. Et pour votre info, j'ai mis les pieds ici que j'avais 23 ans, que j'ai fait 5 ans d'UNIF avant, que j'ai réussi. Donc, c'est un métier, enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose d'assez mystérieux dans le sens où c'est pas quelque chose qu'on fait vraiment à l'école. C'est pas, vous avez pas, enfin, peut-être que vous maintenant bien, mais moi, de mon époque, on n'avait pas, on avait 2 heures de bio, 2 heures de chimie, 2 heures de physique, on avait des cours de langue, on avait des cours de maths, on n'a pas de cours d'informatique. Mon point est qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils veulent faire l'informatique, ils arrivent en première, on arrive en janvier. Finalement, il fait très froid dehors et ils sont bien chez eux et ils n'ont pas trop envie de venir. Et donc, je ne sais pas dans votre année, mais dans mon année, je pense qu'on a fait diviser par 2, par 3 entre le 1er septembre et le 30 juin. Donc, cette année, je ne sais pas, vous avez l'impression que vous êtes déjà moins. Donc, mon point est que ces gens-là, généralement, ils veulent quand même rester un pied dans l'informatique parce qu'ils pensent qu'ils aiment bien les jeux vidéo, des choses comme ça. Ils vont peut-être devenir technicien ou faire quelque chose pour rester dans le milieu, mais pas analyse développeur. Vous verrez bien quand vous sortez d'ici. Donc, nous, on a plusieurs stagiaires. On a déjà des gens de NSI, de VS, etc., qui sont déjà venus sur nos stagiaires, qui n'étaient même pas encore finis leur stage. Ils reçoivent déjà des mails, bien chez nous. Donc non, on s'arrache littéralement les développeurs. Donc faites votre travail correctement à l'école et vous serez récompensé à ce niveau-là, a priori. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre quand on sort d'ici? Avec un diplôme, hein. Pas quand vous sortez tantôt. Donc analyse programmeur, on a plus ou moins couvert. On peut faire quoi d'autre? Pardon? Ouais, et qu'est-ce qu'on a besoin quand on fait de l'informatique? Voilà, c'est ça que je pensais en fait. Tu pensais à quoi? Ouais. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que donc analyse programmeur, c'est déjà plein de choses, mais au final, c'est qu'un chemin dans tout ce gentil bordel. Boum. Donc vous voyez, il y a plein de choses. Si on plonge un peu là-dedans, donc voilà, j'ai refait un peu le même spectre que j'ai fait tantôt. Donc là, vous avez tout ce qui est plus orienté client. Là, vous avez tout ce qui est orienté plus technique. Et ici, vous avez l'analyse programmeur. Donc on a déjà parlé, vous avez le métier d'analyste, vous avez le métier d'helpdesk, donc faire du support. Vous pouvez devenir professeur, formateur, coach. Vous pouvez devenir entrepreneur si vous avez une idée et que vous êtes courageux, pourquoi pas. Très courageux, c'est beaucoup de boulot. Alors il y a tout un volet managérial aussi. En informatique, on fait quoi? On gère des projets informatiques. Donc souvent c'est une extension assez naturelle après qu'on ait pris un peu de bouteille dans le milieu de se projeter vers du management. Donc on peut devenir tech lead. Tech lead, c'est quoi? C'est quelqu'un qui généralement techniquement est assez balèze et qui va commencer à prendre des décisions ou donner une direction pour l'équipe de développement. On a le choix de 2 solutions, laquelle est la plus robuste, quelle technologie on doit prendre, pour quel langage de programmation, quel est le langage de programmation qu'on va devoir prendre pour un nouveau projet, etc. Généralement, c'est un tech lead qui va guider l'équipe sur ce genre de discussion. Donc c'est un choix de carrière qu'on pourrait faire. Un team lead. Alors le team lead, c'est pas un tech lead. Le team lead, c'est pas le chef d'équipe, le leader de l'équipe. On ne dit plus chef. Donc c'est la personne qui va avoir toutes les responsabilités, un peu plus soft HR, donc va devoir gérer l'équipe, éventuellement gérer la capacité de l'équipe, donc s'assurer que tout le monde ne prenne pas son congé en même temps. S'il y a des misbrouilles dans l'équipe, il va devoir les gérer, etc. aussi. Donc ça, c'est aussi une extension. Vous allez travailler dans une équipe informatique. Par défaut, le team lead, on préfère que ce soit quelqu'un de l'équipe. Donc vous allez, a priori, vous en aurez toujours un. Et donc c'est possible à un moment donné que vous vous dites, voilà, moi j'ai envie de prendre cette responsabilité-là. Donc vous passez un peu moins de temps à coder, un peu plus de temps avec les gens. Mais c'est très enrichissant et sympa aussi. Vous pouvez devenir manager, chef de projet ou chef de programme. Donc le chef de projet, il fait quoi lui?
paraître chef. C'est quoi? Aucune idée de ce qu'un chef de projet fait en informatique? Il dirige le projet? C'est-à-dire, Ça veut dire quoi ça? Ah, il coordonne quoi exactement? C'est que ce soit. Pas spécialement, il pourrait faire ça. On va dire que dans les équipes très agile maintenant, le chef de projet, il va passer un peu moins de temps à s'assurer que tout ça en boîte, c'est plutôt le Scrum Master qui va faire ça. S'assurer que les équipes, bouger les barrières des équipes et s'assurer que les équipes ont tout ce qu'il faut pour faire leur travail efficacement. Par contre, il y a toujours quelque chose, donc c'est un peu ça devient un peu théorique, et on est vendredi à 4 heures, donc, mais on dit toujours, quand vous faites du vrai Scrum, il y a toujours quelque chose qui tombe un peu, il y a un peu un trou dans la raquette, c'est toujours qui va être responsable pour le planning, le budget finalement, hein, c'est ce que votre patron il veut savoir, et c'est toujours un peu par le Scrum Master, par le Product Owner, donc généralement il y a quand même une petite casquette chef de projet qu'il faut prendre, mais le chef de projet généralement il va être responsable du budget. Donc, si on vous donne 100 000 €, on doit payer une équipe, etc. Il faut s'assurer que l'argent du client est bien dépensé. Il faut s'assurer que si on dépasse ce budget pour une certaine phase, il faut aller trouver le client. Il faut dire, ben voilà, on a pris du retard, il nous faudra 20 000 € en plus. C'est toujours un plaisir, ce genre de meeting. Oui. Dans ce cas-là, si le client a envie de sortir parce qu'il n'a pas envie de payer plus, Ah, tu vas direct, toi. ça mène à là au final. Alors, comment est-ce que tu fais? C'est pas vraiment une solution. Voilà. Tu as 100 000 € et que tu es en retard. Il y a deux façons de gérer les 100 000 € généralement, mais ça c'est un peu de cours de project management, mais soit tu vas jouer soit tu vas jouer sur les dates, enfin sur la durée du projet, soit tu vas jouer sur le scope du projet. Et généralement, c'est souvent, tu vas devoir faire l'un ou l'autre. Donc, il y a un triangle d'or qu'on appelle, je ne sais plus ce qu'il y a dedans, mais on prend en PM, scope, durée et... Mais grosso modo, si jamais il manque 20 000 €, on va aller trouver le client, et soit il va dire, ben ok, donc, parce que ce qui va se passer, c'est que si on est en retard et qu'il nous faut 20 000 €, enfin, s'il nous faut 20 000 €, c'est qu'on est en retard, d'accord? Parce que ça veut dire qu'entre A et B, on n'a pas fait tout ce qu'on a fait qu'on dit qu'on ferait. Donc il y a une partie ici qu'on n'a pas faite. Donc cette partie-là, qu'est-ce qu'on fait? Le client, il va avoir deux choix. Donc ça, c'est le start. Donc soit on va dire au client, ben, on maintient la date, mais il met 20 000 € en plus. Tu comprends? Donc là, si on fait plus 20 000, si on fait plus 20 000 et qu'on maintient la date, là, on va pouvoir garder la timeline, donc la durée ne sera pas affectée. Soit il va dire, ok, je veux bien mettre 20 000 € en plus et je m'en fous de la date. Dans ce cas-là, la durée est affectée, mais le scope n'est pas affecté. Puisque, enfin, t'as compris? Oui. Ok, parfait. Soit il dit fuck, et alors dans ce cas-là, enfin, soit il dit pardon, soit il dit non, je ne mettrai pas 20 000 € en plus. Dans ce cas-là, ça dépend un peu. Soit il est donc ça c'est un boulot. Un bon PO, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller trouver son client. Ou un bon project manager, il va trouver son client, il va prendre son backlog et il va montrer toutes les user stories qui ont très peu de valeur. Et il va dire à son client, tout ça on bazarde, comme ça on n'est pas en retard et tu perds pas beaucoup de... Donc dans Scrum, normalement vous devez mettre des story points pour les stories. Et alors moi une technique que j'ai, c'est que je mets des story points et puis je mets d'autres points qui sont la valeur business et ça je laisse le client le faire. Et comme ça me permet de voir efficacement les user stories qui font gagner beaucoup de valeur aux clients pour peu de développement. Parce que lui, il ne sait pas combien ça coûte en développement. Moi, je le sais. Pas dire, hein. C'est quand même une refonte du carnet des charges. Donc on pourrait... Alors, ce qu'il faut... T'as fait des choses avant, toi? On va faire un petit peu l'an dernier. Alors, le cahier des charges, tu pourrais dire ça, légalement, etc., si tu étais en waterfall pur. Donc, waterfall, c'est quoi? C'est l'inverse de Scrum. Enfin, c'est l'inverse.
C'est ce qu'on nous faisait dans les années 80-90, on chie un cahier des charges comme ça, on explique tout ce qu'on veut à la virgule près, au pixel près où le bouton doit arriver, et puis on laisse l'équipe de développement partir, et puis 3 ans après, on se revoit et on fait le point. En Agile, l'idée, c'est qu'on va plutôt partir, on voit un nombre de jours hommes, donc on va dire qu'on voit une enveloppe de 100 jours, et puis on va dire au client, voilà ce qui rentre dans les user stories que tu nous as donné pour 100 jours. Mais le cadre reste relativement fixe, puisque c'est l'avantage de Scrum, c'est qu'on peut itérer et que lui peut tester et avoir des choses entre-temps. Et donc le client est tout à fait libre de dire, ben, dans mes 50 jours, je veux revoir les priorités, parce que finalement, cette fonctionnalité-là, elle est plus importante pour moi. Par contre, celle-là, la législation vient de changer, il y a une nouvelle norme GDPR ou j'en sais rien, et donc ben, finalement, je préfère utiliser mes 50 jours autrement. Okay. Donc dans Scrum, c'est ce que je dis, dans Scrum, on va plutôt jouer sur le scope et dire, ben, qu'est-ce qu'on bouge alors pour rester dans le budget qu'on avait initialement. Mais ok, très bonne question, merci. Alors au-dessus du chef de projet, il y a un chef de programme. Donc ça, c'est plutôt dans les grosses boîtes. C'est ce que je voulais être en sortant d'ici. Finalement, j'aime bien ce que je fais maintenant, donc on verra. Donc le chef de programme, c'est celui qui coordonne les chefs de projet. Donc par exemple, si vous avez un programme, quand vous êtes dans des grosses boîtes informatiques, vous pourriez avoir une craque sécurité, si vous voulez, un programme sécurité, qui va avoir certains objectifs pour l'année, et puis ce programme se divise en projets. Donc, mettre à jour tel applicatif, développer un nouveau truc, etc., etc. Donc, vous avez tous les chefs de projet, puis vous avez le chef de programme qui lui va coordonner ces chefs de projet. Le Scrum Master, on en a parlé, développeur, testeur, tout ce qui est DevOps, j'en ai pas parlé, mais il y a tout ce qui est gestion de base de données aussi. DBA et sysadmin et les réseaux, etc. bien sûr. Vous avez aussi l'architecte. Alors ça, étonnamment, moi j'ai fait des grosses boîtes, il n'y en a pas beaucoup des bons architectes. Je ne dirais pas quelle boîte pas loin d'ici, mais... Donc voilà, donc ça c'est plein de choses que vous pouvez faire en plus de juste développeur ou analyste développeur. Non, c'est celui-là, pardon. Moi je vais voir un peu selon... Ok, on va aller assez vite. Donc voilà, moi je vous présente 4 axes et comment vous pouvez grandir dans ces 4 axes-là, selon un peu vos affinités. Mais vous pouvez aussi très bien rester analyste développeur toute votre vie, c'est cool aussi. Hein. C'était pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire aussi quand on s'en donne les moyens. Donc l'acte managérial, c'est tout ce qui va être gestion de projet, coordination des équipes, gestion du planning, gestion des ressources, gestion du budget, gestion des risques. Donc qu'est-ce qu'on fait en ayant ces compétences-là? On va devenir project manager ou programme manager ou team leader. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire généralement que vous n'allez plus coder du tout. Il y en a qui aiment bien. Maintenant, vous n'avez pas encore fait carrière. Dans 10 ans, on verra comment vous le sentez. Mais il y a des gens aussi qui disent après 10 ans, j'ai fait le tour et j'ai envie d'autre chose. Alors, il faut savoir que quand on veut devenir project manager, on ne devient pas project manager du jour au lendemain non plus. Donc, c'est quelque chose où il faut, comme je disais, il faut un peu de bouteille et il faut un peu d'expérience. Mais généralement, une fois que vous commencez en tant qu'analyste développeur, vous allez avoir tous les outils progressivement pour vous orienter vers une track de project manager si vous en avez. Pour votre info, pour ceux qui s'intéressent, il y a principalement 3 grands frameworks en gestion de projet informatique: Prince2, PMI et Agile. Agile, c'est le plus cool. C'est pas très prescriptif comme framework. Prince2 et PMI, je peux pas dire ça, mais good luck. Le livre est comme ça. Je ne sais plus, le QCM fait genre 500 questions, c'est une horreur apparemment. Je ne l'ai pas. J'en ai d'autres, mais je ne l'ai pas. Et au niveau des outils, vous utilisez principalement Jira ou MS Project. Si vous faites de la gestion de projet dans un fichier Excel, dans la boîte où vous allez, fouillez tout de suite. Enfin, peut-être que ça marche, j'en sais rien. Mais voilà, donc il y en a qui pourraient se diriger là-dedans. Ah ouais, bien. Après, comme je le dis, il faut
il faut se donner les moyens, ça c'est sûr, mais il faut aussi voir un peu et sentir le métier. Vous êtes toujours en première, mais comme ça, vous savez aussi que vous pouvez sortir d'ici et finir project manager. Hop. Oui, project manager, ça, c'est courage aussi à vous. Hein. Donc c'est très bien, quand le projet marche bien, tout le monde est content de vous. Quand le projet va pas bien, tout le monde est fâché sur vous. En haut, au-dessus, à côté. Ok, ouais, project manager, je rigolais aussi, mais ça c'est le genre de choses. Donc le client, il va toujours vous demander qu'est-ce que je peux avoir le plus rapidement possible, le plus gratuitement, enfin le moins cher possible, et qu'il fasse exactement ce que je veux. C'est aussi une des qualités du project manager, enfin une des qualités, non, ça s'apprend, mais je veux dire, il faut pouvoir négocier avec le client et faire passer son message. Ok, alors on a vu l'axe manager, après il y a un axe DevOps et infra. Donc ça c'est tout ce qui va se rapprocher un peu plus du matériel ou du cloud maintenant. C'est vrai que vous êtes une génération... Bientôt on fera tout dans le cloud, non? Mais voilà, c'est tout ce qui va être la gestion des serveurs, la gestion des bases de données, la mise à jour de tous les utilitaires qui tournent sur le serveur, etc. Donc DevOps, j'imagine que vous avez déjà tous en parlé ce mot-là. Donc DBA, sysadmin, release engineer. J'ai dit quoi tantôt? Delivery? Non. Olivier, il est release manager. Chez Linux. Donc ça va être le setup de l'infra, l'installation des serveurs, l'installation des bases de données, les déploiements, tout ce qui est sécurité, sécurisé, tout ça bien sûr, monitorer. Si vous allez dans des... J'étais au Mont-Léger le matin parce que c'était un de mes clients à l'hôpital, ils ont des énormes écrans avec leur monitoring de tous les serveurs. Dès qu'il y a un truc rouge, tout le monde se lève, la fin du monde. Enfin, c'est un hôpital, donc c'est peut-être vraiment la fin du monde. Je retire ce que j'ai dit. Bref, donc oui, donc il y a du monitoring, gérer les aspects HR, je sais plus ce que c'est. C'est quoi HR? Disponibilité, peut-être. Tout ce qui est incident et autres, quels sont les outils. Au niveau du framework pour utiliser tout ça, il n'y en a pas vraiment. Si vous êtes dans une grosse boîte, on vous demandera de suivre tout ce qu'il y a dans ITIL, oui. Et du coup, dans le graphique que vous avez montré juste avant avec toutes les commissions que vous avez expliqué, plus c'est monté, plus c'est important. Ça, non. Non, ça va l'air un petit peu quand même. Ça peut avoir, mais ne donne pas trop d'importance à ça. C'est parce qu'il fallait les mettre d'une certaine. J'ai mis le programme manager au-dessus du project manager parce que là, il y a vraiment une relation d'hiérarchie. Mais sur le plan technique, il n'y a pas. C'est sûr que si un release manager va avoir des responsabilités et selon le business, il est crucial aussi. Hein. Oui. Comme je disais, Amazon, on est à 2-3 000, je ne sais plus combien, mais c'est impressionnant le nombre de déploiements par heure. On n'imagine pas ça du tout. Pour nous, c'est transparent, mais tu imagines bien que pour gérer ça, le gars qui a la responsabilité finale de gérer tout ça, oui. il est costaud à mon avis. Hein. Il est balèze. Et du coup, je voulais demander, parce que là, si on fait réseau et tout ça, on est plutôt censé finir sur des trucs de base de données. T'es censé. Censé, évidemment. Oui, mais c'est une fausse prison. Libérez-vous les esprits. Prenez l'option que vous voulez. On peut finir en tant que... pour travailler dans du réseau et de la base de données. Si tu veux travailler dans du DevOps, moi je prendrais réseau de base parce que c'est ce qui va t'approcher, j'ai l'impression, le plus de tout ça. Non. Maintenant, moi j'aurais bien voulu qu'il y ait une troisième option, gestion de projet ou un truc comme ça, mais non. Donc, mais c'est pas grave, comme je le dis, la plupart, ça nous semble tellement important. Enfin, moi quand j'étais en deuxième, ça me semblait c'est en première qu'on choisit. Ça me semblait tellement important de choisir le bon truc et pour ce que j'en ai fait. Mais ne prenez, c'est mon expérience n'est pas celle d'un autre, donc. Il y a des gens qui ont pris réseau et qui sont très contents et qui font carrière là-dedans. C'est juste que c'est pas aussi déterminant que ce qu'on croit quand on est sur les bords de l'école, quand on est dans le monde du travail. En tout cas, c'est mon expérience.
vous pouvez faire d'autres choses que vous allez... Enfin, c'est mon message, c'est que vous pouvez faire d'autres choses. Ok, Non, c'était ça. ok, très bien. Et... Donc, ouais, si ça vous intéresse, ce track-là, intéressez-vous à tout ce qui est operating system, tout ce qui est scripting, ça marche beaucoup avec du scripting, tout ce qui est du CI/CD, généralement on utilise Ansible. Tout ce qui est déploiement de Docker, dockerisation, cluster de Docker, etc. Bon, ok. Ah oui, non, Ansible, c'est un outil qui, avec du scripting, va faire de l'automatisation, c'est ce que nous on utilise, etc. Alors après, vous avez l'analyse. Donc ça, c'est tout ce qui concerne à comprendre le besoin client. Et comme je le disais, c'est comprendre les besoins et puis les traduire en items, en objets, enfin en fonctions que le système va remplir et donc fonctions qu'on doit déployer sur le système. Je ne vais pas trop revenir là-dessus, on va un peu avancer. Les métiers, généralement, ça va être analyste, business analyst, product owner ou tout ce qui est UX, UI. Et au niveau des technos qu'on peut utiliser, il y a des BPMN, vous ne connaissez sûrement pas, UML, vous ne connaissez sûrement pas. Si vous êtes en première, je vous fais peur. Hein, ouais. C'est des langages qui permettent de conceptualiser un process d'un point de vue client pour être sûr qu'on comprend bien et qu'il est d'accord après avec ce qu'on va développer. Ou des user stories, vous avez écrit des user stories? Vous avez fait de l'agile et non pas écrit des user stories? Hein? C'est maintenant que c'est en deuxième. Ah, très bien. J'espère qu'elle va bien, madame. Ouais? Oh. Ok, si vous êtes intéressé par tout ça, le meilleur moyen de se former, c'est d'apprendre comment on traduit les besoins clients correctement. Donc, c'est ce que je vous disais. Il y a de l'UML, il y a des BPMN, il y en a sûrement d'autres. C'est l'objet d'un cours de deuxième. Donc, ce sera l'occasion pour vous de vous introduire un peu à c'est quoi l'analyse des besoins et comment on traduit ça en besoins fonctionnels. Consultez vos profs d'analyse et soyez attentifs à leurs cours, surtout chez Madame Serrini. Vous ne voulez pas Madame Serrini contre vous. Et alors, on a un dernier axe, l'axe technique. Donc, c'est aussi un axe d'évolution. Être analyste programmeur, c'est bien, mais on peut faire d'autres choses. On peut évoluer dans la seniorité, donc vous le savez, vous commencez votre parcours en étant junior, et puis vous deviendrez médior après quelques années, et puis vous serez senior après encore un peu plus d'années. Chaque fois que vous passez une étape, vous gagnez plus d'argent, et si vous voulez encore plus d'argent, alors il faut devenir ou tech lead, ou architecte, ou expert produit. Je vais revenir là-dessus après l'expert produit. Comment est-ce qu'on fait pour grandir là-dedans? Le mieux, c'est de passer par des certifications, que ce soit Java, Microsoft, même en réseau. Hein, si vous êtes tombé dans le chaudron Cisco, on vous a déjà vendu CCNA, CCNP, CCIE. La carrière est toute tracée, n'attend plus que vous. Donc, il y a plein de certifs pour plein de choses. Le mieux, c'est de passer ces certifs. Alors, je ne suis pas un grand fan de certifs, c'est juste que les clients, et en tant qu'employé, le seul moyen d'attester d'un niveau d'un expert, généralement, c'est ou d'avoir un autre expert, ou de regarder les certifications qu'il a. Et c'est un bon moyen d'avoir une idée du niveau des gens. Donc, c'est un système, il faut payer pour passer les certifications, etc. C'est parfois un peu coûteux, mais c'est un bon moyen de faire avancer sa carrière. Au-delà des langages de programmation, il y a des frameworks aussi. Vous n'êtes sûrement pas encore familier, mais une fois que vous allez dans Java, vous verrez un peu Spring Boot. Dans le front-end, on a quoi? On a Angular, Vue.js, j'en manque un, React, merci. Ça, c'est les trois gros, donc vous pouvez aussi décider de devenir pro, pas dans un langage, donc c'est tous basé sur du JavaScript, les trois frameworks que j'ai cités. Mais c'est une façon d'architecturer un petit peu les choses dans votre front-end.
Donc voilà, il y a moyen de se spécialiser dans plein de choses, donc c'est une bonne chose. Et donc vous pouvez devenir un expert et aussi très bien vivre, bien gagner votre vie. Mais c'est pareil, alors vous allez devenir de plus en plus un peu moins derrière votre bureau tout seul et vous devrez plus aller. Donc si vous devenez un expert par exemple dans une grosse boîte, vous devrez aller dans plusieurs équipes Scrum, expliquer les bonnes pratiques, donner votre avis sur certaines configurations et autres. Mais c'est très sympa aussi. Je n'ai pas mis un effet son dans le... Yes, ok, vous avez des questions là-dessus? Très bien. Ok, très bien. Il nous reste combien? 20 minutes là? Good. Ben voilà, donc j'espère que je vous ai ouvert un petit peu les yeux sur ce que vous pouvez faire en sortant d'ici. Vous n'êtes pas condamné à programmer toute votre vie, mais vous pouvez le faire si vous voulez le faire. Et si vous ne voulez pas le faire, vous pouvez faire d'autres choses. Et je vais peut-être vous présenter un peu rapidement ce que moi je fais au quotidien, si ça vous intéresse. Yes. Alors, je suis consultant et expert Atlassian. Waouh. C'est quoi un consultant? Attends, tu ne t'entends pas? Ouais. Donc, je pense que j'ai ma définition de consultant qui vient juste après. On retournera là-dessus, mais oui, généralement, c'est ça. Donc, un consultant, c'est quelqu'un qui a un certain niveau d'expertise, a priori. Alors, vous avez des consultants juniors, donc bon. Voilà, mais généralement, c'est quoi? C'est une ressource ou une expertise qui est manquante chez un client et le client n'a pas envie de prendre cette ressource en interne ou ne sait pas prendre cette ressource en interne. Comme je vous l'ai dit, ça reste un marché très très compliqué, l'informatique. Donc, vous avez des boîtes où du jour au lendemain, ils doivent monter une équipe de 30 personnes. Une équipe de 30 personnes, on n'a pas le temps de recruter 30 personnes. Donc, ils vont chez des boîtes d'une consultance et ils disent, demain, il me faut 30 personnes qui vont commencer et qui vont bosser sur tel projet. Ou, par exemple, on doit faire une refonte de toute la gestion. On doit faire une refonte de tout ce qui concerne notre identity provider, donc tous les systèmes d'authentification. Il nous faut quelqu'un qui a une expertise hyper balèze en sécurité, etc. On ne va pas engager et donner un CDI à cette personne-là. Une fois que la refonte est faite, on n'a plus besoin d'elle. Mais le temps de la refonte, on va donner une mission de 6 mois à cette personne-là et elle vient alors donner ses conseils et gérer les équipes. Enfin, gérer la partie peut-être technique ou quoi, ou apporter son expertise en tout cas pour ça. Atlassian, quelqu'un sait ce que c'est? Cool. Alors les slides sont très moches, c'est parce que je les ai pris d'une autre présentation et je les ai tapés, mais c'est pas le même format de slide. Mais c'est pas grave, on va vivre avec. Atlassian, c'est un éditeur de logiciels pour faire généralement ce qu'on appelle de la gestion de projet. Vous avez déjà utilisé Jira, Trello, Confluence. Comme je le dis, vous ne connaissez pas, a priori vous allez connaître assez rapidement puisque je pense, sans me tromper, que dans toutes les boîtes informatiques où je suis, tout le monde utilise Jira pour la gestion de projet. Oui. Chez EVS c'est Jira, chez NSI c'est Jira, chez nous c'est Jira. Donc c'est un outil qui permet de faire la gestion de projet. Enfin, il y en a plusieurs, ok. Mais mon point, c'est pas ça, c'est pas très important si vous ne savez pas ce que c'est Atlassian, c'est juste comprendre que c'est un logiciel et qu'un autre choix de carrière qu'on n'a pas présenté ici, c'est devenir expert de ce logiciel. C'est ce qu'Odoo est en train d'essayer de faire. Donc Odoo, c'est un bébé Atlassian, on va dire. Donc c'est un peu ce qu'ils essaient de faire aussi et on peut devenir maintenant expert Odoo. Donc vous savez installer, configurer, vous connaissez tous les tenants et les aboutissants des produits Odoo. Mais rapidement, c'est fondé en 2002, c'est 2,8 milliards de chiffre d'affaires, il y a environ 10 millions d'utilisateurs pour 250 000 clients. C'est le système qui est utilisé chez ces gens-là, mais bien d'autres, le système de gestion de projet. Donc il y a 19 logiciels, les 3 plus grands sont Jira Confluence, Jira Service Management.
Vous avez un marketplace, donc c'est un environnement assez ouvert pour les logiciels, donc vous pouvez contribuer, vous pouvez gagner votre vie là-dessus, vous pouvez sortir des petits plugins qui vont ajouter des fonctionnalités au logiciel de base et vous êtes rémunéré pour. Donc il y a un marketplace avec plus ou moins 6000 aujourd'hui applications. Il y a deux versions du produit, il y a une version cloud et une version data center. Donc une version cloud qui est hébergée chez Atlassian, par Atlassian. Une version data center et serveur qui est installée alors par les clients chez eux. Selon le core business du client, ils vont préférer l'une ou l'autre version. Donc je parlais des hôpitaux tout à l'heure. Je suis... Non? Voilà. Je travaille comme consultant, moi, au CHC et au CHIREC. Donc le CHC, c'est le groupe chrétien... Centre, non, chrétien, hospitalier. Voilà. Donc il y a plusieurs hôpitaux, le principal c'est le Montlégien. Donc moi je travaille là-bas comme consultant Atlassian. Et eux par exemple ils ont tout en data center parce qu'ils doivent avoir les serveurs chez eux parce que c'est des données clients, des données sensibles de médecine et autres. Et donc ils ne peuvent pas prendre le risque que quelqu'un d'autre soit responsable pour ça. Mais vous avez aussi une version. Donc Jira, comme je vous le disais, c'est des outils de gestion de projet. Donc grosso modo, les équipes de dev, elles vont avoir leur backlog. Le backlog, ça va devenir des petites cartes ici comme ça. Et puis ça va dans un logiciel, vous faites des beaux plannings avec les capacités des équipes et autres, etc. Et puis vous avez Confluence, qui est un outil de knowledge base. Et Jira Service Management, qui est un outil qui fait de l'ITIL ITSM. C'est encore beaucoup trop... je ne vais pas vous ennuyer trop avec ça. Le point, c'est que c'est un logiciel et que moi, donc, dans ma carrière, je suis devenu expert Atlassian. Waouh! Donc, un expert Atlassian, c'est quoi? C'est la même chose. Donc, si c'est plus facile pour vous, vous imaginez qu'Atlassian, c'est Cisco. Enfin, c'est pas Cisco, mais je veux dire, c'est la même chose. Il y a différents niveaux de certification. Vous passez une certification, deux certifications, et puis vous montez. Et quand vous avez les 6 certifications majeures, vous êtes expert Atlassian. La dernière fois que j'ai checké, on était 12 en Belgique. Il y en a un, ça va aujourd'hui. Donc voilà. Donc ça me permet d'être expert produit, ce qui veut dire que j'ai des gens qui m'appellent parce qu'ils ne savent pas répondre à certaines questions et autres. Et donc je travaille beaucoup en consultance. Et la consultance, comme tu l'as dit tantôt, généralement on va dire que c'est un expert dans son domaine qui va aller poser un diagnostic ou autre, ou proposer ses conseils dans une entreprise. Donc mon quotidien, c'est quelque chose moi qui me plaît beaucoup. Voilà les endroits où je travaille pour le moment. Normalement il y a un endroit que vous devez reconnaître tout de suite. Non? Vous ouvrez pas les yeux sur le chemin? Donc ici c'est John Cockerill, c'est juste à côté. Donc je suis consultant chez John Cockerill. Donc eux ils ont 6000 utilisateurs sur Jira. Et donc voilà, il faut configurer l'outil, il faut accompagner les équipes et autres. Donc je fais partie de l'équipe Atlassian là-bas. Vous avez le CHC, pareil, je suis consultant au CHC. Donc ça c'est marrant, les hôpitaux, une fois que vous rentrez dans un, ils s'appellent tous. Puisque je suis aussi au CHIREC, donc ça c'est à Bruxelles. Et on est en train de négocier une mission au grand hôpital de Charleroi, c'est quoi le nom? Je ne sais plus. Bref. C'est très bien, ça me fait encore plus d'expertise. Donc ça c'est très bien, ça c'est de lait dans l'industrie, ils font des toitures. Ça c'est l'IPG, l'Institut Pathologie Génétique à Louvain-la-Neuve, où je suis aussi. Et au-dessus, j'ai pas trouvé une photo des bâtiments, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas de très beaux bâtiments, c'est Coesio. Coesio c'est médecine du travail. C'est vrai que l'air de rien, je fais le lien maintenant, mais je commence à me spécialiser un peu là-dedans, mais c'est très bien. Il y a beaucoup d'argent là-dedans. Mais tout ça pour dire que moi, mes journées, comment ça se passe, je suis amené à être dans un de ces 6 lieux-là. Donc moi, c'est un métier que j'aime bien parce que ça me permet de voyager beaucoup. Enfin, voyager en Belgique. Mais voilà, il n'y a aucun jour qui se ressemble, les missions sont diversifiées. Et puis quand je m'ennuie un peu chez un client, je sais que j'ai autre chose qui m'attend la semaine. Donc c'est assez sympa. C'est assez challenge aussi. Hein. Vous avez 6 fois des clients avec qui parler, 6 interlocuteurs, 6 personnes qui pensent que c'est eux les plus importants et pas l'autre.
6 clients qui vont nous demander de déplacer un de ceux-là pour avoir un jour en plus. Donc voilà, la vie de consultant, c'est assez haut et c'est pas, mais voilà, moi c'est une vie que j'aime bien, en tout cas pour le moment. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça, et grosso modo, avant de prendre vos questions, moi personnellement, comme je le dis, je suis de moins en moins technique. Au revoir. Donc je commence vraiment à prendre un peu du galon ici, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais dans ces entreprises-là, généralement c'est pour les accompagner dans leur gestion de projet, la gestion des incidents, leur gestion des changes, donc on parle de change request ici, des assets et autres, et donc c'est de l'accompagnement au niveau des process, et puis comment ces process sont traduits alors dans le tooling, donc dans la configuration des outils Atlassian. Ok, mais voilà, donc sur mon boulot à part entière, qui a des questions? Ah, on a trouvé le truc maintenant. Au début c'était gênant, maintenant on fait monter les prix et ils payent le plus. Bah, non, grosso modo, donc si on est engagé sur quelque chose, on peut pas, moi je peux pas me décommander continuellement chez mes clients. On prend des engagements, donc on doit les respecter. Si jamais il y avait vraiment une urgence à gérer et que j'essaye de me décommander chez un de mes clients pour accorder le temps qu'il faut à un autre. Maintenant, il faut savoir aussi qu'on a une équipe. Donc, comme je disais, c'est moi qui gère la partie Atlassian chez Arexo. On est 3 maintenant dans l'équipe. Donc, ça c'est bien. L'année passée, on était 1. Donc, j'ai dû un peu me battre pour faire grandir ça, mais c'est en train de prendre, donc tant mieux. Donc, on est 3. D'ailleurs, mon frère est dedans. Vous vous souvenez de mon frère? Je l'ai engagé, c'est bien. Hein? Non, mais il était déjà engagé. Je l'ai fait changer d'équipe. Mon frère qui a fait la presse aussi en même temps que moi. Et donc, ce qui se passe aussi, c'est que si jamais on a un client qui a besoin de quelque chose, on a aussi. C'est le principe aussi d'être en boîte et d'être pas freelance. Quand vous êtes freelance, la différence c'est que vous êtes seul. Et donc, si vous devez faire plus, vous faites plus le soir, ou le matin, ou le week-end. Donc, moi et nous, ici, on a une équipe. Donc, si on doit faire plus, on va aussi regarder dans l'équipe si quelqu'un est disponible ou pas pour filer un coup de main. Et voilà, on trouve toujours solution. D'autres questions? Prêt à partir en vacances? Ok, pas de questions, très bien. Et je peux avoir, avant qu'on parte, pour mon information personnelle, 3-4 personnes qui se lèvent. Merci. Ok, très bien. On va faire un rôti. Vous connaissez le principe? Non, tu peux te lever. On va faire un rôti. On va faire un rôti maison. Non. Donc un rôti, c'est un acronyme pour Return on Time Invested. Donc vous allez chacun mettre votre main derrière votre... et vous allez mettre une note de 1 à 5. Ok. Et puis ce sera à vous de parler. Donc la note c'est sur quoi? C'est sur moi et la présentation. Donc et comme on dit, c'est un return on time invested. Donc l'idée c'est que 5 c'est que vous avez vraiment bien apprécié, vous avez appris des choses, vous étiez content d'être là. 1, vous auriez préféré être chez vous. Maintenant si vous mettez 1, l'idée c'est qu'est-ce que moi j'aurais dû faire en plus. Donc s'il vous plaît, on essaie d'avoir c'est une technique de feedback constructif. Donc si vous mettez moins que 5, et vous pouvez mettre moins que 5, et je vous encourage à mettre moins que 5, mais justifiez, ok, qu'est-ce qui m'a manqué moi pour que j'en retire plus. Donc qu'est-ce que vous préférez? Si je devais revenir ici l'année prochaine, qu'est-ce que j'aurais dû faire en plus pour que ce soit mieux, ou qu'est-ce que vous n'avez pas eu? En sachant que mon objectif c'était d'étendre le spectre, donc gardez ça en tête aussi. Si vous me dites on aurait voulu voir plus de code, c'était pas mon objectif, donc voilà. Ça va? Vous êtes tous à l'aise avec ça? Ok, donc voilà, à 3 vous pouvez mettre votre note et puis on va commencer par le fond, puis on va faire comme ça. Ok, 1, 2, 3. Ok, vas-y. Donc qu'est-ce qui t'a manqué pour avoir un 5? Juste Ok, ça va, oui, non, les slides ont été faits à l'arrache. Donc, feedback entendu, merci. Un peu plus d'interaction. Ok, ça va. Sinon,
Ça va, super, merci. J'ai aussi mis 4 parce que je suis juste pas adepte des slides avec beaucoup de texte, tout ça. Du coup, il y a des slides qui étaient fort chargés. Mais par contre, les petites illustrations du début, je les ai trouvées super chouettes. Ok, ça va, très bien. Moi j'ai mis 4 aussi, parce que c'était super intéressant, mais comme vous êtes plus spécialisé pour Atlassian et ça, et c'était pas très bien équilibré par rapport à tout ce dont vous avez parlé au début, donc c'était un peu... Tu aurais préféré plus que je parle de mon boulot et moins... Ou tu aurais préféré l'inverse? Oui, plutôt l'inverse. Attends, j'ai pas compris. Parce que vous avez lâché des gros panneaux avec tout plein de propositions et tout ça, et après vous êtes plutôt enfoncé sur un truc un petit peu plus spécifique. Ok. Après, faut garder en tête que c'était votre boulot quand même. Ouais, mais non, mais c'est aussi pour... moi, je le fais pour moi, mais je pense que c'est aussi une occasion pour Pierre et Cédric d'entendre votre feedback et voilà, de voir si dans la suite des interlocuteurs qu'ils ont eu, il y a quelque chose qui vous a manqué, c'est aussi... faut le dire à moi, mais... mais ça va, merci. Moi j'ai mis 3. Parce que... J'ai pris ton PC. Et je trouvais que, je sais pas, à un moment, vous ne savez pas trop où vous allez, et lors de certaines explications, vous dites trucs. Oui, je suis un peu chaotique et j'ai pas pris ma Ritaline, donc... Je sais pas, peut-être que normalement vous étiez 2, c'est ça qui manquait. Pardon? J'ai dit peut-être que normalement vous auriez dû être 2. Oui, c'est vrai que Stéphane aurait dû être là. Je suis particulièrement à l'aise avec tout ce que j'ai dit, mais je peux entendre, c'est un peu ma personnalité aussi. Je suis un peu, donc je peux entendre que tu as eu l'impression que c'était un peu flou, et je peux le comprendre. Il n'y a pas de souci. Merci pour ton feedback. Ouais, mais il n'y a pas de souci. C'est pour ça qu'on le dit. Si j'avais pas envie de l'entendre, je ne ferais pas l'exercice. Ok, ben merci tout le monde. Bon examen. Partez pas au courant, n'oubliez pas qu'il y a le petit... Coupe là.